Nous étions tantôt en train d'évoquer les États-Unis avec l'accusation de celui qui est l'auteur de la mort de George Floyd. Alors, on faisait le parallèle avec ce qu'a été le mouvement Martin. Oui, quand on parlait des années 40 et 50, ce n'est pas ça aujourd'hui. Hein. Les Noirs continuent par se battre. Les Noirs continuent par se battre pour leurs droits civiques. Et c'est de bonne guerre. Parce que c'est une pratique qui a duré. Donc, il faut beaucoup de temps. Mais je crois quand même que les États-Unis ont suffisamment avancé pour que, au XXIe siècle, de tels comportements ne se produisent pas, ne se produisent plus. Bon, donc, c'est un travail de longue haleine. Les violences, les bavures policières, il y en avait eu dans le temps. Mais ce qui s'est passé, la mobilisation universelle, je crois quand même que c'est dire que ça va changer beaucoup, non seulement aux États-Unis, mais dans plusieurs pays où on tend toujours à voir les Noirs comme étant des races Vous savez, on a l'impression, comme si c'était moi, les quelques fois où j'ai eu la chance de visiter l'Europe, vous êtes surpris parfois d'être dans un tramway, vous vous asseyez, et la personne se bouche le nez, la personne se lève. Juste parce qu'il est à côté de vous. Oui, parce que vous êtes noir. Vous dites, c'est comme si nous ne partageons pas la même humanité finalement. Oui, non, je crois quand même qu'il va falloir quand même qu'il y ait cette culture universelle à accepter toutes les races. Je crois que ça manque. Et justement, quand vous le dites, vous vous rappelez même des fois, lors de matchs de football, où on crie sur les Noirs. On les traite de singes, on les jette des pots de bananes. Je crois quand même que... Et ça, les condamnations sont toujours là. Maintenant, c'est qu'il y a un aspect de condamner, mais sur le point pratique, qu'est-ce que ça change? Parce qu'on a beau condamner, est-ce que ça change? C'est la question qu'on se pose. Mais avec George Floyd, je crois quand même que l'humanité tout entière s'est fait concerner par cette pratique-là. Et si ça ne change pas, si ça ne change pas les mentalités, c'est que les gens ne veulent pas admettre que la nature, dans la nature, il y a des différentes sortes de races. Donc, cette mobilisation, sincèrement, je crois quand même il va falloir quand même qu'on attende. Il ne faut pas qu'on attende qu'il y ait du meurtre pour pouvoir se mobiliser. Il faut même qu'au niveau des Nations Unies, il y a une journée, je ne sais pas qui a une journée, il y a une journée des minorités. Une journée des minorités, une journée de la non-violence, tout ça là. Mais je crois beaucoup de journées pour rien finalement. Oui, naturellement, beaucoup de journées. Et si on le veut bien, on risque d'avoir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Oui, il y a des journées pour tous les jours de l'année. Il y a des journées des Nations Unies pour l'année. La chose se passe dans un pays où on a une journée pour Nelson Mandela. Oui, c'est un peu journée pour les Martin Noirs. Luther King. Pour les Noirs. Voilà, journée Martin Luther King, vous voyez. Donc, à la 3e semaine de chaque mois de janvier. Donc, c'est journée Mandela. Journée Mandela. Mais ça dit rien à ces gens. Mais quand même, il va falloir quand même que les gens admettent, comme je le disais tantôt, que quand vous êtes de la race noire, vous avez les mêmes droits et la même dignité que ceux qui sont blancs. Et donc, il faut encore revisiter la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, ici, c'est cette prise de conscience, est-ce qu'elle peut être faite quand vous avez le président de ce pays où ça se passe qui est carrément dans un déni de la réalité? Ça serait un peu compliqué. Parce qu'il faut que la première autorité du pays aussi puisse accompagner le processus. Mais vu les antécédents de M. Donald Trump, donc c'est qu'il y a encore du pain sur la planche. Il y a encore du pain sur la planche, même s'il y a son concurrent, son rival Joe Biden, qui semble épouser. Donc on doit émettre aussi des réserves. C'est un mot de campagne. Oui. Donc c'est pourquoi je parle de l'émission de réserve. Donc lui, il a trouvé une fibre sur laquelle il faut surfer. Donc il est en train de le faire. Donc en novembre prochain. Oui, en novembre prochain, si Dieu l'accepte pour lui, président des États-Unis. Mais ça serait un peu compliqué parce que l'actuel président, normalement, si c'est qu'on avait à la place de Donald Trump un certain Barack Obama, on peut nourrir de l'espoir. Et là, lui non plus n'a pas fait grand-chose. Non, lui non plus, je crois qu'il avait fait de son mieux, mais le problème là n'était pas si patent. Donc, c'est vrai, au temps de Barack Obama, il y avait toujours de ces
de ces excès de racisme, mais c'était pas si prononcé. Ce qu'on a vu la dernière fois aux États-Unis, donc on n'a pas vu ça, mais il y avait des formes débridées de racisme qu'on condamnait, qu'on doit toujours condamner. Maintenant, vous avez vu au décès, suite à la mort de M. George Floyd, les déclarations, même l'ancien président a eu à faire une série de déclarations. Ça, c'est déjà encourageant. Et du moment où les gens décourageaient par leurs propos, disons, ces actes policiers, on a vu que M. Donald Trump s'était rétracté dans une posture d'avocat de la défense et il n'a pas encouragé par ses sorties. Il s'est retraité dans un bunker. Oui, non, mais il s'est retraité. Non, ça, c'est une question de sécurité parce que lorsqu'on dit les mesures sécuritaires ne sont pas discutables, donc ça dépend des protocoles qu'ils ont à leur niveau. Donc, il faut les sécuriser avant de voir. Mais M. Donald Trump lui-même, il a prêté le flanc et aujourd'hui, ses propos ne sont pas rassurants. Ce qui m'a beaucoup plus écœuré, c'est le coup de fil qu'il a passé au frère de George Floyd. Vous voulez exprimer votre compassion, vous exprimez votre compassion, mais vous prenez le temps aussi de laisser souffler la personne. Si la personne a un mot, c'est une fois dans la vie que ça arrive. Donc on ne peut pas dire que le président des États-Unis ait appelé le frère de George parce que il a voulu l'appeler, mais c'est parce qu'il y a une situation assez déplorable qui s'est passée. Et s'il a eu cette opportunité, le grand frère ou bien le frère de George Floyd va parler au nom de la famille, au moins qu'il puisse lui accorder le temps de l'écouter aussi et de transmettre en même temps, disons, ses compassions et les compassions du peuple américain. Donc on a vu comment est-ce que il a même traité le frère de Floyd comme quelqu'un à qui s'offrait une occasion de parler au président et il devait seulement écouter le président sans rien dire. Donc ce sont des actes, des propos qui choquent aussi, des attitudes qui continueront toujours pas choquer. Mais le combat doit se faire par les Afro-Américains, les Noirs qui sont sur le territoire là-bas. C'est une occasion. On ne peut pas dire que il faut toujours faire la promotion du dicton qui dit à quelque chose, malheur est bon. Maintenant, si la mort de M. George Floyd peut remobiliser la base, peut doper même les citoyens, les Afro, à réclamer leurs droits, à réclamer plus de considération, plus de dignité, pourquoi pas? Donc, il faudrait qu'on fasse l'égalité. Quand vous posez quand vous prenez le sujet sur ce temps, je voudrais revenir sur ce que le pasteur disait tantôt. On a l'impression que le noir, enfin moi, j'aime pas beaucoup cette façon de dire le noir parce que quand je prends la couleur noire et je prends ma peau, il y a une grande différence. Non, toi, tu étais un ben. En tout cas, le noir, comme on l'appelle, doit être dans une lutte permanente pour existentielle même, disons. Oui, c'est une quête permanente parce que c'est pas le noir d'aujourd'hui que nous sommes, c'est pas nous qui avons voulu, mais ce sont nos pères, nos aïeux qui se sont laissés un peu berner et qui ont engrangé cette situation. Nous subissons aujourd'hui. Non seulement l'héritage, bon, ça peut être positif comme négatif, mais nous subissons cet héritage négatif que nous avons. Donc il va falloir faire cette recherche, cette quête permanente du rétablissement de notre humanité, de notre dignité. Et c'est une question, peut-être que nous allons en parler et nous allons passer de l'autre côté. Et le même monsieur Martin Luther King, il en a fait son cheval de bataille, mais aujourd'hui, 50 ans après sa disparition, qu'est-ce que ce combat-là donne? C'est vrai, il y a toujours des gens qui ont épousé son combat, qui essaient de le matérialiser, mais d'une autre façon, parce que les situations, les conditions ne sont pas les mêmes. Les avantages qu'ils avaient, donc aujourd'hui, on ne peut pas dire, monsieur le pasteur, monsieur le maire, et donc il fait ce combat-là, il a délocalisé ce combat dans notre pays, donc il parle, donc c'est la voix des sans-voix, donc c'est son slogan, donc lui aussi il le fait. Mais lorsqu'on est dans un héritage où il y a question d'hérédité, où il y a question d'ancrage, et les gens ont passé un temps fou à subir, faire dans la réaction, donc c'est toujours conditionné. Et la réaction, ça ne vient pas simultané, ça ne vient pas comme ça. Donc il faut encore travailler la mentalité
mentalité des gens pour leur dire qu'en fait, même ceux qu'on a en face, ceux qu'on accuse de racistes, mais il faut les rassurer que nous voulons nos droits, nous voulons plus de respect de la dignité humaine, de la personne humaine, mais ce n'est pas que nous vous combattons parce que vous êtes la race blanche, parce que le noir n'a pas défini le blanc, mais c'est le blanc qui a mis la différence, tout en parlant même, ils ont même quitté le terrain de la couleur. Ils ont quitté. Donc avant, ils ne parlaient du blanc par rapport au noir, mais aujourd'hui, on parle du nord par rapport au sud. Donc il y a des ramifications, des dédoublements. Donc nous devons essayer de combattre cela. Mais on va combattre cela pas que par nos actes, mais il faudrait également jouer sur la mentalité de tout un chacun. Chacun doit faire sa part. Moi, en même temps, on a l'impression que le continent mère, qui est l'Afrique des Noirs, on ne donne pas un bel exemple de respect mutuel. C'est ce continent qui donne le plus d'exemples de guerre où on tue son frère pour un moins, pour rien du tout. Alors finalement, comment vous voulez qu'on respecte nos autres frères qui sont sur les autres continents si ici, entre nous-mêmes, on se traite comme des fauves avec une proie? Oui, c'est très important. Cet aspect-là est très pertinent. On se rappelle que Malcolm X a été invité au sommet de l'Union de l'OUA. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que eux, ils sont les frères et les sœurs qui sont perdus. Donc, leur cause, la cause des Noirs, des Noirs américains, c'est la cause des Africains. Bon, donc, c'est pour dire que le problème que nos frères et nos sœurs subissent a une partie de la cause, la racine en nous-mêmes, puisque nous ne nous respectons pas. La manière dont on se tue en Afrique pour le pouvoir ou bien pour les gains, vous allez écouter des choses ignobles, tout ça là, ça se passe souvent en Afrique. C'est vrai quand même qu'une partie se passe dans les pays occidentaux. Mais la manière dont nous nous comportons, par rapport les uns par rapport aux autres, la manière dont nous vivons les uns par rapport aux autres, nous nous comportons, ben c'est la preuve que nous-mêmes, nous ne connaissons pas notre valeur. Nous nous minimisons et nous valorisons plutôt ce qui est de l'Occident. Et donc, avec cette mentalité, nous avons de sérieux problèmes aujourd'hui, comme vous venez de le dire. Bon, donc c'est la preuve que en Afrique, le continent, mais il y a beaucoup de choses encore à se reprocher. Il y a un travail. Parce que on tue les gens pour rien. C'est en Afrique que vous allez trouver des choses comme ça. Bon, maintenant, ce qui se passe, comme je le dis, ce qu'il convient de faire aujourd'hui à travers la mort de George Floyd, c'est de décourager ces gens-là. Ces gens-là, ils sont des minorités. Au fait, quand vous prenez aux États-Unis, les Blancs sont majoritaires. Mais ceux qui s'adonnent au racisme, ce n'est pas tout le monde. Vous avez vu dans la foule, regardez la foule. Quand vous voyez les manifestants, ce ne sont pas la plupart des Noirs, mais c'est des Blancs. Comme le temps de Martin Luther, quand vous voyez ça, lui, son discours en 1963, mais ce n'est pas que les Noirs, c'est des Blancs. Parmi la foule, là, c'est des Blancs. Les Blancs étaient majoritaires. Donc, ils épousaient la cause de Martin Luther King. Donc, aujourd'hui, ce que nous devons savoir, c'est que les Noirs même, nous devons faire une analyse. Une analyse en nous-mêmes, nous devons nous mettre en cause. D'abord, sur ce continent-là, pour nous valoriser, pour valoriser la vie de l'autre. Et de surcroît, le procès là, surtout en donnant l'impression, en donnant la force à ceux qui luttent contre le racisme, il va falloir quand même que ce procès se tienne bien, aboutisse. Et que quand il y a condamnation, une peine d'emprisonnement, je crois que ça va décourager ceux qui vont vouloir aller encore sur ce terrain. Et c'est ce qui est très important. Donc, il faut la justice. Il faut la justice pour George Floyd et faire de telle sorte que il faut dissuader ces gens-là parce que nous sommes tous des êtres humains. Et vous voyez, les Noirs ont une certaine capacité que les Blancs n'ont pas.
Et quand vous prenez les États-Unis, il y a beaucoup de Noirs qui occupent quand même qui sont bien élevés en dignité, en responsabilité et un peu partout dans le monde. Donc je ne sais pas comment cela est venu, comme je le disais tout à l'heure. Notre mal, c'est parce que nos parents, nos aïeux ont été des esclaves. Nos parents ont été des esclaves, ont été vendus en tant qu'esclaves. Et l'esclave par rapport au maître, c'est la nuit. C'est le jour et la nuit. Et les petits-fils ont mûri, ont longtemps suivi cet aspect-là et l'ont finalement, et ils ont ça dans leur gène. Donc quand on voit un noir, on dit non, vous avez été esclave, vous avez été esclave. Cet instinct-là ne finit pas, c'est certain. Et c'est ça qui fait que le noir est toujours mal construit. Mais je crois quand même que le noir a sa valeur et nous devons veiller à ce que nous ayons les mêmes droits et les mêmes devoirs que toute autre race. De toute façon, quand vous regardez un pays sur le continent comme le Libéria, qui a été fondé par les esclaves qui sont revenus, quand vous voyez la situation entre les autochtones et ce qu'on appelle là-bas les Congos, c'est-à-dire ceux qui sont revenus, ils ont tendance à dominer sur ceux qui étaient les vrais autochtones qui étaient là. C'est-à-dire ce qui explique beaucoup de difficultés qu'éprouve George Weah, qui est un autochtone. Alors, on comprend qu'il y a aussi cette mentalité qui règne entre nous ici. Comment vous voulez que ça ne règne pas ailleurs? Non, mais moi je crois que ce sont des faits sociologiques. Ce sont des faits sociologiques. Lorsque on met dans la mentalité que c'est l'étranger qui est le roi, c'est l'étranger qui vient, et surtout s'il a eu une histoire du côté de l'Occident, donc on considère beaucoup plus l'étranger là, plus que l'autochtone. Et c'est la situation que vit malheureusement aujourd'hui le Libéria. George Weah, avec toute sa volonté, n'arrivera pas à bout, parce que lui-même, il est déjà classé dans une unité inférieure. Donc, c'est qu'il est dominé, il est sous domination. Donc, ça, lui sera difficile de laver cela. Je le disais tantôt, c'est une question de mentalité. Et lorsqu'on ne fait pas un travail sur la psychologie des gens, sur le mental, sur la manière même de saisir les opportunités pour se remettre en cause, donc on restera toujours à ce niveau-là. Donc vous ne pensons pas que ça nous sera facile, cette lutte, la lutte que la race noire ou bien les peuples africains vont faire pour se démarquer de ces Occidentaux. Les Occidentaux ne voudront jamais que nous ayons notre totale indépendance. Et c'est ce qui continue aujourd'hui dans nos pays où nous-mêmes, le blanc est là, donc le blanc devient le commissaire au match ou bien l'arbitre, donc il est là, il nous donne le coup d'envoi, nous nous entretuons, et à un certain moment, donc il nous dit que c'est la pause, c'est la mi-temps, donc le temps de recharger encore les batteries, d'attiser beaucoup plus les tensions, nous nous remettons toujours dans des conditions vraiment exécrables. Et imaginons, ou bien remarquons ce qui se passe du côté de la Libye aujourd'hui, sans Kadhafi, et donc les Libyens qui s'entretuent, mais ils ne s'entretuent pas pour leur propre bénéfice, mais c'est pour le bénéfice de ces Occidentaux. Des puissances occidentales qui sont impliquées. Donc ce sont les puissances occidentales qui veulent, disons... Qui décident. Non seulement décident, mais qui veulent imprimer une certaine suprématie d'une certaine classe politique sur l'autre. Donc voilà, donc nous avons du pain sur la planche. Peut-être que nous aussi, nous allons jouer un temps soit peu dans notre partition, mais nous n'avons pas la clé magique, nous n'avons pas la solution. Mais la chaîne de transmission ou bien la chaîne de mentalité doit être maintenue pour que le travail soit fait. Si aujourd'hui, si nos grands-parents avaient fait le même combat, ils sont partis, nos parents immédiats l'ont fait, et aujourd'hui c'est nous qui en parlons, c'est que nous aussi nous devons léguer les héritages. D'accord. Notre second sujet, nous allons parler de la Libye maintenant. La Libye où les combats font toujours rage. Les forces du gouvernement d'union nationale, après avoir repris le contrôle de tout l'ouest de la Libye, ont dû ralentir leur avancée sur Sirte, verrou stratégique en direction de l'est et les plus importantes installations pétrolières du pays, toujours aux mains du maréchal Khalifa Haftar.
ville natale de l'ancien dictateur, de l'ancien chef d'État Muammar Kadhafi, puis bastion du groupe djihadiste État islamique. Sirte, qui se trouve à 450 km à l'est de Tripoli, avait été reprise en 2016 par les forces pro-GNA avant de retomber en janvier entre les mains du maréchal Haftar, dont les hommes ont le contrôle de la ville. Pasteur Edo, les combats sont intenses pour le contrôle de Sirte, mais cette situation montre quand même que le maréchal recule énormément. Oui, les combats font rage, s'intensifient en Libye. Et c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais ce qu'il faut constater aujourd'hui, c'est que le maréchal Haftar est en train de reculer. Il est en train de reculer, il est pris dans un étau. Et comment est-ce qu'il va s'en sortir, ça va être difficile. Mais est-ce que la paix, c'est pour demain en Libye? Personne ne sait. Parce qu'il y a plusieurs puissances. Il y a la Russie, il y a la Turquie d'un côté qui se disputent la Libye, et surtout des points stratégiques, surtout les points pétroliers pour se faire une santé en énergie. Bon, donc, ce qu'il y a aujourd'hui, comme il le disait, Credo le disait tout à l'heure, aujourd'hui, ce n'est plus les Occidentaux. On ne voit plus les maîtres des Occidentaux, mais c'est des étrangers, c'est des puissances étrangères, la Russie et la Turquie, donc qui veulent régler la situation de la Libye sans les Occidentaux. À cet allure, c'est ce qu'on pourrait déjà présager. C'est ce qu'on pourrait déjà présager. Donc, c'est dire que le pays de Kadhafi et surtout Sirte, vous savez, Sirte, c'est sa ville natale et c'est stratégique. Donc, le maréchal Haftar qui l'avait conquis entre-temps, donc a été dépossédé de cette... mais ces troupes, y résident. Oui. Ces troupes, y résident. Et il faut s'attendre encore à de l'intensité dans les combats. Ou bien, est-ce qu'il faut aller à des trêves pour signer un accord? Bon, je crois le 2 juin dernier, il y avait eu quelque chose comme ça. Bon, donc aujourd'hui, celui qui est en position de faiblesse par rapport, quand nous prenons le rapport de force, c'est le maréchal. Bon, donc, s'il peut accepter faire la paix et que la Libye retrouve la paix, est-ce que les intérêts géopolitiques de ces puissances-là, est-ce qu'ils sont déjà satisfaits? La question, est-ce qu'ils ont déjà mangé? Et s'ils sont déjà satisfaits? Les puissances étrangères sont déjà satisfaites? Personne ne sait. Donc, la Libye, vous m'excusez, la France et ses alliés de l'OTAN l'ont laissé dans cet état. Ben, il faut que la France vienne arranger. Mais la France ne peut pas être seulement déçue. Il faut qu'elle vienne arranger. Les bêtises, vous me permettez, ce que Sarkozy, les bêtises qu'il a faites là, il faut qu'il vienne arranger. Il faut qu'il vienne arranger. Pourquoi la France fuit? La France n'a qu'à venir. Alors, ici, on le voit, je le disais, le maréchal perd du terrain parce qu'il a perdu 2 importantes villes autour de Tripoli. C'est ce qui a permis aux troupes de Tripoli, avec l'appui de la Turquie, de faire cette avancée vers Sirte. Il résiste, mais quand on écoute les nouvelles, il lâchera prise. Et quand on suit également bien les informations, c'est que au niveau de ses soutiens, l'Égypte notamment, le maréchal n'est plus véritablement l'homme de la situation. On lui trouve déjà un substitut. Oui, et là, je voudrais seulement qu'on reconsidère aussi certains actes qu'avait posés le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, parce que lorsque ces hommes passent quelque part, donc il faut savoir qu'il y a quelque chose qui arrive, et cela s'est matérialisé par cette faiblesse, par cette perte de terrain, parce que la France, à un certain moment, était aussi sous pression pour se décider. Parce que les puissances qui se cachaient derrière l'un et l'autre camp demandaient clairement à la France de faire un choix et puis d'avancer, ce que la France n'a jamais voulu faire et puis ne fera pas. En ce moment stratégique, le pasteur Edo le disait, la France sous Sarkozy a créé, disons, ce bourbier du côté de la Libye. Et aujourd'hui, la France de Macron aura tout le mal à jouer cette partition. Donc aujourd'hui, le camp du maréchal Haftar, il perd du terrain. Et lorsque moi j'ai suivi une de ses interventions la dernière fois,
sur les médias étrangers. Donc, c'est un maréchal qui est intérieurement diminué. C'est un maréchal qui est intérieurement dilué moralement, psychologiquement, parce qu'il n'arrivait même pas à relever la tête, à fixer son auditoire avant de parler. Donc, c'est qu'il a d'énormes soucis. Soit il y a des gens qui lui tournent déjà dos et lui-même, il en a conscience. Donc là, la grande interrogation à son niveau, je suppose, c'est est-ce qu'il faut abdiquer ou bien est-ce qu'il faut continuer par résister, quitte à terminer sur un champ de bataille. Donc, voilà un peu. C'est une situation assez complexe du côté de la Libye. Et même si demain, on nous dit que le camp du gouvernement national a gagné, donc cela ne voudrait pas dire que c'est synonyme systématique de la paix. Parce que on va recharger... Non, mais on va simplement recharger les batteries. Et la preuve, le maréchal Haftar, donc il n'est pas encore totalement vaincu, mais on pense à lui trouver déjà une roue de secours. Donc c'est dire qu'à un certain moment, il a fait sa part. Donc il faut qu'il dégage pour qu'on puisse réorienter, disons, non seulement la guerre de possession, mais également les conflits, les sujets. Comment est-ce qu'il faut aborder les sujets? Donc c'est là où ça sera encore compliqué pour cette Libye. Mais disons-nous la vérité, les Français et avec le soutien des Américains, en prenant cette résolution 1502 au temps de Sarkozy, n'ont jamais aimé cette Libye. Donc ils ont voulu détruire cette Libye-là. Et là, ils ont voulu détruire un pays qu'est la Libye, mais c'est beaucoup plus Kadhafi qui était la personne indésirée. Donc aujourd'hui, Kadhafi n'est plus là. Et avec la mort de Kadhafi, avec tout ce que cela a provoqué comme instabilité sociopolitique dans le pays, sûrement que les richesses ont été déjà pillées. Et qu'est-ce qui reste encore? Donc il faut faire du cinéma comme si ce sont les Libyens même qui se disputent, disons, le pays qui leur revient. Où était ce mouvement de du maréchal Haftar quand le président, le guide libyen était combattu? Donc on n'avait même pas, disons, vent de ces personnes-là. Ces personnes étaient soumises. Maintenant qu'ils ont commis le crime, donc il faut habiller le crime. Et l'habillage du crime, c'est de trouver ces deux camps rivaux qui vont s'exprimer, le temps que eux, ils se partagent beaucoup plus les richesses libyennes. On va aller à la pause et on reviendra après le journal. On va continuer toujours de parler un peu de la Libye.